La société en commandite simple, notamment pour gérer un patrimoine immobilier dans le but de vivre à l'IS et mourir à l'IR. J'aime pas du tout cette expression parce que s'il faut mourir pour optimiser la fiscalité, c'est pas la peine. Hein. Mais disons que pour gérer un patrimoine à l'IS et hop, le vendre et le passer sous le régime des plus-values immobilières des particuliers qui sont exonérés après 30 ans de détention. Donc voici le plan. Donc gérer un patrimoine immobilier avec une société en commandite simple. Et puis pour ceux qui veulent poursuivre ensuite, donc présentation, les statuts, la gérance, les associés, la fiscalité et le régime social. Gérer un patrimoine immobilier, donc un montage pour gérer à l'IS. Pas d'impôt sur le revenu, mais les revenus vont être imposés à l'IS. Et ensuite vendre l'immeuble sous le bénéfice des plus-values immobilières des particuliers. Donc rapidement, le principe de la société en commandite simple, c'est qu'elle comprend deux natures d'associés. D'une part, les commandités, ce sont les entrepreneurs, et le commanditaire, l'investisseur. Le commandité a la qualité de commerçant et sa responsabilité est indéfinie et solidaire et il est imposé en principe à l'impôt sur le revenu avec l'option possible pour l'impôt sur les sociétés. Le commanditaire, l'investisseur, eh bien, il n'a pas la qualité de commerçant, sa responsabilité est limitée et son imposition suit les règles de l'IS pour la part de ses bénéfices. Et ensuite, s'il y a distribution d'un dividende, le commanditaire est imposé en tant que dividende, soit à l'impôt sur le revenu avec l'abattement de 40%, soit au PFU. Alors voici le schéma, le commanditaire à l'IS, bien il est à l'IS, donc il perçoit éventuellement les dividendes, comme on vient de le voir, imposés au PFU ou au taux marginal d'imposition après l'abattement de 40%. On peut lui interposer une holding, notamment, parce qu'on est à l'IS, avec le bénéfice du régime mère-fille, si on veut capitaliser. Et à droite, le commandité à l'IR, et qui, lui, est imposable à l'IR, mais sur les plus-values immobilières. Alors, le fait de dire que les revenus fonciers viennent au commanditaire et l'impôt sur la plus-value, ça, c'est une convention statutaire. Le principe dans une société en commandite simple, c'est la liberté de répartition des bénéfices entre commandité et commanditaire. Les statuts de la société doivent contenir les indications suivantes, notamment la part globale des associés commandités et la part de chaque associé commanditaire dans la répartition des bénéfices et dans le boni de liquidation. Donc voici la règle. Donc si dans les statuts on indique une répartition conventionnelle des bénéfices, d'une part plus-value immobilière pour le commandité à l'IR, d'autre part pour les revenus pour le commanditaire, donc pas de revenus fonciers mais ils sont imposés à l'IS, c'est une répartition des bénéfices qui est inspirée de celle de l'impôt entre usufruitier et nu propriétaire en ce qui concerne les sociétés, article 8, les sociétés semi-transparentes. Voilà. Que dit l'instruction fiscale? Elle dit que voilà, le principe c'est que l'usufruitier est imposable sur les bénéfices courants, donc sur les revenus, et le nu propriétaire sur les bénéfices exceptionnels. Donc voici. La répartition statutaire des plus-values ne provient ni de la loi ni de la doctrine. Est-ce que le fait de répartir, comme par hasard, les plus-values immobilières vers l'associé à l'IR commandité est-il susceptible de l'application de l'abus de droit fiscal? Je m'interroge. C'est toujours, pour l'abus de droit fiscal, une question de motivation économique. Et je m'interroge, laquelle? C'est cette libre répartition de l'imposition qui est la plus favorable? Est-elle constitutive de l'abus de droit? À mon sens, oui. C'est pas à mon sens, mais au sens
de la définition de l'abus de droit, oui, dès lors que le but est principalement fiscal. Et il convient donc de démontrer que les motivations économiques l'emportent sur les considérations fiscales, et je souhaite bon courage. Voilà. Parce que la motivation principale avouée, c'est remplacer la cession d'usufruit temporaire qui est devenue risquée fiscalement, puisqu'on a plusieurs décisions d'abus de droit fiscal sur cette technique. Donc on a vu poindre la société en commandite simple, hop, sortir des cartons pour dire « Ah, tiens, c'est une technique alternative au démembrement, donc à la cession d'usufruit temporaire. » Vous voyez bien qu'il n'y a aucune motivation économique dans l'affaire. Hein. Pour gérer un patrimoine, notre interrogation, pour gérer un patrimoine immobilier, est-il pertinent de choisir le statut de commerçant, puisque le commandité a le statut de commerçant? Donc, voilà. C'est une opération civile quand même, la gestion d'un patrimoine immobilier. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de qualification en marchand de biens? Alors, pas forcément, mais j'ai quand même une décision de la Cour administrative d'appel de Douai, qui est assez récente, 2022, qui a requalifié les opérations en marchand de biens dans une société civile, et les statuts de la société civile faisaient état d'une activité commerciale. Bon. Donc une société civile ne peut pas accomplir un acte de commerce, et donc d'indiquer ça dans les statuts, ça a suffi. Il y avait une autre condition à remplir, hein, l'intention spéculative au moment de l'acquisition, mais ça a suffi pour qualifier l'opération en marchand de biens. Comme le commandité a la qualité de commerçant, ben, est-ce qu'on n'aurait pas la fiscalité de marchand de biens qui n'est pas très favorable? Et ce n'est pas parce qu'une technique juridique est ancienne, qui date du Moyen-Âge, on va le voir tout à l'heure, qu'elle est sans risque fiscal. J'ai vu une argumentation, ah, mais ça existe depuis 1600 et quelques. C'est pas ça qui compte. Le démembrement, il existe depuis 1800, il a bien été retoqué pour certaines opérations de cession d'usufruit temporaire. Ce n'est pas la technique en elle-même qui est condamnable. Et en plus, qu'elle soit ancienne ou pas, pour moi, c'est pas un argument. L'expérience, ça peut faire des vieux imbéciles, je dis souvent. Bon, c'est pas forcément synonyme de compétence, mais cela étant, ce n'est pas la technique en elle-même qui importe, mais son utilisation. Se méfier des montages applicables à tous les clients, indépendamment de leur situation patrimoniale, donc on l'a vu, hein, cession d'usufruit temporaire, apport-cession, utilisation de la soulte de parité d'échange, utilisation abusive du régime Murphy, donc voilà, hein, se méfier. Gérer à l'IS, vendre à l'IR, bon, ben, ça concerne chaque professionnel de gérer le patrimoine de leurs clients comme ils l'entendent. C'est une question de philosophie, bon, de personnalité. Simplement, j'invite à respecter les intérêts et les souhaits du client, l'informer sur le risque d'une telle opération, notamment éviter les conflits d'intérêts. Les honoraires de conseil sont-ils l'objectif du conseil ou sont-ils simplement la mesure du service rendu? À voir. Bon. Sinon, voici un approfondissement des connaissances sur la société en commandite simple. Alors, les textes applicables, les principes de la société en commandite simple, les avantages et les inconvénients. On va voir qu'il y a d'autres inconvénients autres que le risque d'abus de droit fiscal, notamment les cotisations sociales. Voici les textes applicables. Alors, les textes applicables sont ceux de la société en nom collectif, tout simplement. Hein. Les textes font référence à la SNC, avec quelques particularités. Voilà, principe de la société en commandite simple. Donc, c'est une société à forme commerciale qui associe investisseurs commanditaires à l'IS et un entrepreneur commandité à l'IR, avec l'option possible pour l'IS. Mais ici, pour gérer un patrimoine immobilier, tout l'intérêt, c'est l'IR. Le commanditaire fournit l'essentiel des fonds et confie la gérance de la société au commandité, qui dispose de pouvoirs renforcés parce qu'il est supposé prendre le plus grand risque. D'ailleurs, voici l'origine de la société en commandite simple, c'est le commerce maritime au Moyen-Âge, avec une ordonnance de Colbert de 1673,
Commanditaire est confié, donc un capitaliste non commerçant fournissait le navire, les marchandises à un capitaine, le commandité, pour transporter les marchandises avec pour lui une promesse de participer aux bénéfices. Voici les avantages et les inconvénients de la société en commandite simple. D'abord les avantages, liberté statutaire, avec la possibilité d'introduire des parts de préférence en droit de vote et en droit financier, dividendes, bonnets de liquidation. On a des restrictions à la liberté statutaire, notamment en ce qui concerne la cession des parts. Liberté de répartir les bénéfices et donc là aussi l'imposition entre commandité à l'IR avec l'option possible à l'IS et le commanditaire à l'IS. Possibilité de déduire du revenu global les déficits provenant de l'activité si elle est professionnelle. Et les inconvénients, donc la responsabilité indéfinie et solidaire des associés commandités. L'obligation pour le commandité d'avoir la qualité de commerçant, ce qui exclut l'enfant mineur, certaines professions de majeur protégé, la société civile également. L'exigibilité des cotisations sociales des travailleurs non salariés pour tous les associés commandités qui exercent ou non une profession à l'intérieur de la société. Et les limites à la liberté, réunion d'une assemblée de plein droit si elle est demandée par un commandité. L'unanimité des commandités pour céder des parts, l'unanimité des commandités pour modifier les statuts. Donc attention, il y a intérêt à bien les rédiger dès le départ. Les statuts, très grande liberté statutaire. L'objet social délimite les pouvoirs de la gérance, comme pour une société civile. Même contenu que des statuts que d'une société en non collectif, mais les statuts d'une société en commandite simple doivent en plus préciser le montant et la valeur des apports des associés. Les statuts de commandité ou de commanditaire, attention, parce que si le commanditaire accomplit des actes de gestion, eh bien, il est réputé avoir la qualité de l'associé commandité, avec, on l'a vu, comme conséquence, la responsabilité solidaire et illimitée. Et les statuts doivent impérativement également indiquer, on l'a vu, la répartition des bénéfices, notamment entre commandité et commanditaire. La part globale qui revient aux associés commandités est celle qui revient aux commanditaires. Attention à la modification des statuts, on a vu que c'est l'unanimité. Donc, méfiance. Un ou plusieurs gérants. Tous les associés commandités en principe ont la qualité de gérant, sauf clause contraire. Ce peut être une personne physique ou une personne morale, choisie parmi les associés commandités, jamais commanditaires, puisqu'on a vu qu'en aucun cas ils ne peuvent accomplir des actes de gestion. Ou ils peuvent être choisis à l'extérieur de la société. Si le gérant est associé statutaire, il est révocable seulement à l'unanimité des associés, sinon, eh bien, selon les statuts. Régime social du gérant, commandité. Si le commandité est associé, c'est le régime des TNS, sinon, c'est le régime du salarié. Pouvoir de la gérance, bien, dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société. Et à l'égard des tiers, eh bien, les pouvoirs du gérant sont limités par l'objet social, comme pour une société civile. Et toutes les décisions qui dépassent les pouvoirs du gérant doivent être prises à l'unanimité, sauf que les statuts peuvent préciser pour certaines décisions une autre règle que celle de l'unanimité. La nomination de la gérance est libre et elle peut être nommée dans les statuts. Si c'est dans les statuts, eh bien elle est nommée à l'unanimité, sauf clause contraire. Pour la révocation, alors de deux choses l'une, soit tous les associés sont gérants, ou si un au moins gérant est nommé statutairement, eh bien la révocation nécessite l'accord unanime des autres associés, et commandités et commanditaires. Si un ou plusieurs associés sont gérants et ne sont pas désignés dans les statuts, eh bien la révocation suit les règles statutaires, celles qui sont prévues dans les statuts, mais ce n'est pas forcément l'unanimité.
En cas de décès de la gérance, sauf clause contraire, le décès d'un commandité met fin à la société. Alors, si les statuts précisent que la société continue, notamment avec les héritiers du commandité, eh bien, s'ils sont mineurs, l'associé devient commanditaire. En aucun cas, on a vu qu'un mineur ne peut avoir la qualité de commerçant du commandité. Et si l'associé décédé était le seul commandité, il doit être remplacé dans un délai de 1 an. En ce qui concerne les associés, donc on a vu 2 catégories d'associés, commandité, commanditaire. On va voir les différences, les devoirs des associés, droit d'information, et on a vu que la cession de parts est encadrée. 2 catégories d'associés, commandité, l'entrepreneur actif, le commanditaire, en aucun cas il ne peut intervenir dans la gestion. Statut du commandité, c'est un commerçant, donc on a vu que ça excluait notamment certaines professions, les enfants mineurs, les personnes incapables, et en principe, un décès d'un associé commandité met fin à la société, sauf clause contraire. Au plan fiscal, c'est l'IR, avec l'option possible pour l'IS. Le commanditaire, en aucun cas, ne doit intervenir dans la gestion de la société. Il n'a pas le statut de commerçant, sa responsabilité est limitée, son statut est celui d'un associé de SARL. L'imposition à l'IS de la société pour la part des bénéfices qui lui reviennent, selon les statuts, et puis ensuite imposition en tant que revenu distribué pour le dividende qu'il perçoit. Voici un tableau qui compare le commandité et le commanditaire. Commandité commerçant, commanditaire non commerçant, responsabilité pour le commandité indéfinie solidaire, limité aux apports pour le commanditaire. Le commandité peut accomplir tous les actes de gestion. Le commanditaire, aucun acte de gestion. Les décisions doivent être prises à l'unanimité des commandités. Wow. Décision à la majorité pour le commanditaire. Le décès entraîne en principe la dissolution de la société, sauf clause contraire pour le commandité. Pour le commanditaire, non, ça n'entraîne pas la dissolution de la société. Et fiscalité, bien on a vu que sur la part des bénéfices sociaux qui reviennent aux commandités, c'est l'option, normalement c'est à l'IR. À l'IR, bien on va le voir, de 2 choses l'une, soit c'est une activité commerciale, soit ça ne l'est pas, avec l'option possible pour l'IS, et pour le commanditaire, c'est l'IS, et éventuellement ensuite l'imposition du dividende distribué. Statut fiscal et social pour le commandité, le régime DTNS. Quoi qu'il en soit, même si la société n'exerce pas d'activité commerciale. Pour le commanditaire, statut d'associé de SARL. Commandité, commerçant. Responsabilité indéfinie et solidaire. Pour la cession des parts, l'agrément de l'acquéreur, même statut que les associés de la société en nom collectif. Le commandité qui cède ses parts est tenu du passif existant au jour de la cession. Fiscalité de la part des bénéfices sociaux IR. Si c'est l'activité commerciale, c'est le régime des plus-values professionnelles, BIC. Si l'activité est civile, c'est la semi-transparence fiscale, comme pour une société civile à l'IR. Donc voilà le principe de la semi-transparence, article 8, les associés du CGI. Les associés sont redevables de l'impôt sur le revenu à hauteur de la quote-part des bénéfices sociaux, et non pas de la proportion du capital, correspondant au droit dans les sociétés que ces bénéfices soient distribués ou capitalisés au sein de la société. Responsabilité du commandité, indéfinie, solidaire. La responsabilité dure jusqu'à la publication du retrait au registre du commerce et des sociétés. Le cessionnaire de parts de commandité est tenu au passif social créé avant son arrivée dans la société. Alors, voici une pratique qu'on rencontre afin de limiter la responsabilité du commandité, c'est d'interposer des holdings. Ici, à gauche, le commandité, on va pouvoir, par exemple, attention, si on choisit une holding SAS, on va de fait passer à l'IS. Et donc, on n'aura plus l'exonération des plus-values professionnelles, des plus-values immobilières des particuliers. Alors, on se dit, tiens, pourquoi pas opter pour une SARL de famille?
Bien non, pourquoi? Parce que, à moins que la SARL de famille ait une activité commerciale, mais une SARL de famille ne peut pas avoir qu'une activité civile. Une décision du Conseil d'État de 2014. Pour le commanditaire également, on peut éventuellement interposer, bien que sa responsabilité soit limitée, mais pour des raisons fiscales, notamment pour bénéficier du régime mère-fille, et pour éviter de devoir verser un dividende directement à l'associé personne physique, on peut également interposer une société, si possible, à l'IS. Interposer comme associé une personne morale la responsabilité limitée pour réduire le risque inhérent à la responsabilité illimitée du commandité, pour contourner l'impossibilité pour certaines personnes d'être commandité de la société en commandite simple, pour éviter le fait que les cotisations sociales soient exigibles pour les associés inactifs. Mais vous voyez bien que c'est pour contourner, vous voyez bien que je suis un risque quand même. Donc, et aussi ne pas interposer une société pour contourner l'impossibilité pour une personne de cumuler à la fois la qualité de commandité et de commanditaire. Ça serait contre nature de la société en commandite simple. Le commanditaire n'est pas commerçant, sa responsabilité est limitée à ses apports, sauf s'il s'implique dans la gestion, auquel cas sa responsabilité est celle d'un commandité. En aucun cas, il ne peut accomplir les actes de gestion externes. Il peut accomplir des actes qu'on appelle de gestion interne, notamment donner son avis, des conseils, exercer un rôle de surveillance. Cession de part, l'agrément obligatoire de l'acquéreur, sauf clause contraire. Et enfin, pour la fiscalité, c'est l'IS. C'est celle de l'IS. Pouvoir des associés, droit d'information. Les décisions sont prises dans les conditions fixées par les statuts. Voilà, la réunion d'une assemblée de tout. Alors, il n'y a pas de distinction entre AGO, AGE, c'est libre. La réunion d'une assemblée de tous les associés est de droit si elle est demandée par un commandité, soit par le quart en nombre et, c'est pas ou, c'est et par le quart, c'est soit par un commandité, soit par le quart en nombre et en capital des commanditaires. Et également, la réunion d'une assemblée va être exigée pour l'approbation annuelle des comptes. Donc, pas d'un acte de gestion pour l'associé commanditaire. Droit d'information. Les associés commanditaires ont le droit 2 fois par an d'obtenir communication des livres et des documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale. Cession de part, elle est encadrée. Cession de part, consentement unanime des associés. Toutefois, les statuts peuvent préciser qu'un commandité peut céder une partie de ses parts à un commanditaire ou à un tiers avec l'accord unanime des commandités et à la majorité du nombre et en capital des commanditaires. Voilà. Pour les parts d'un commanditaire, que la cession est libre entre les associés commanditaires ou commandités et possible à des tiers avec l'accord unanime des commandités et à la majorité en nombre et en capital des commanditaires comme précédemment. En cas de décès d'un commandité, attention à l'héritier enfant mineur, on a vu que l'enfant mineur il ne peut pas avoir la qualité de commerçant et donc il devient associé commanditaire. Et s'il n'y a pas d'associé commandité, on a 1 an pour régulariser la situation. Enfin, pour la fiscalité, chaque associé est imposé à proportion des bénéfices sociaux qui lui reviennent. On a vu pour le commandité dans la catégorie des BIC si l'activité est commerciale ou à l'IR semi-transparence et avec l'option possible pour l'IS et pour le commanditaire dans la catégorie de l'impôt sur les sociétés. Le commandité qui exerce une activité professionnelle, BIC. Donc, les charges qui auront servi à l'acquisition d'emprunts sont déductibles, les cessions des parts sociales relèvent des régimes des plus-values professionnelles et le déficit est imputable sur le revenu global.
Donc ici, je vous ai mis le commanditaire à l'IS, puis s'il y a distribution d'un dividende, PFU ou l'IR après l'abattement de 40%. Je distingue gestion patrimoniale ou l'activité professionnelle. Et pour le commandité, eh bien, s'il y a une gestion patrimoniale, c'est la semi-transparence fiscale, comme pour une société civile à l'IR. Et si l'activité est professionnelle, eh bien, ce sont les plus-values professionnelles qui s'appliquent, en distinguant les plus-values court terme et les plus-values long terme. Et enfin, régime social, tout associé de commandité est redevable des cotisations sociales, quelle que soit l'activité. Décision ici, voilà, le cours de cassation, chambre commerciale. Le fonctionnement d'une société en nom collectif implique nécessairement, de la part de ses associés, une activité professionnelle. Tiens donc, alors voilà, on peut s'interroger, est-ce qu'une société en commandite simple peut exercer exclusivement une activité civile, telle que la gestion d'un patrimoine immobilier, par exemple? L'associé commandité est soumis aux cotisations sociales, calculées sur le bénéfice net lorsque la société est à l'IR et sur les rémunérations et éventuellement sur les dividendes si elle est à l'IS. Merci.